Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Louis Mapou, le président du 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de la mise en place effective de l'exécutif. Mais que ce fut long. Le 16e gouvernement est tombé le 2 février, le 17e a été élu le 17 février. Il a fallu attendre le 8 juillet, c'est-à-dire 5 mois pour élire son président, vous. Et c'est seulement depuis hier que le gouvernement est véritablement en ordre de marche avec l'attribution des secteurs. Avec le recul, quel regard, Louis Mapou, vous portez sur ce délai? Est-ce que tout de même on n'a pas perdu trop de temps? C'est dommage. Dommage quand on connaît l'ampleur des sujets sur lesquels la Nouvelle-Calédonie doit se pencher, et notamment par son gouvernement collégial. C'était un temps nécessaire pour que le mouvement indépendantiste qui prend la responsabilité pour la première fois de ce gouvernement collégial, pour qu'il se calme bien, pour prendre en charge cette responsabilité. Maintenant que c'est fait, parce qu'on s'aperçoit que une fois qu'on a décidé de prendre la présidente, qui serait président, les choses sont allées très vite. Qu'est-ce qui a débloqué les choses? Parce que tout de même, pendant 5 mois, on a assisté à ce bras de fer entre l'UC et le Palika et l'UNI. Pourquoi est-ce que l'Union calédonienne s'est finalement désistée en votre faveur? Vous le savez? Je n'ai pas d'avis précis dessus. Mon analyse est simple. C'est lorsque vous prenez une décision dans un contexte de forte effervescence politique. C'est toujours compliqué de pouvoir asseoir correctement le choix que vous faites, et quand vous ne le faites pas tout de suite, vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, il faut un petit peu de temps pour que les choses se reposent, et c'est ce qui s'est passé. Oui. Alors vous disiez hier, nous sommes là pour 14 mois. Pourquoi ce délai? Pourquoi est-ce que vous fixez comme ça une durée au gouvernement collégial alors qu'on sait que c'est souvent très aléatoire? Alors il y a d'abord la loi qui donne au gouvernement collégial la possibilité d'une durée de 18 mois avant que il puisse tomber par la démission d'une des listes qui présente au gouvernement. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans un timing qui est le timing du référendum et des élections présidentielles et législatives. Et donc, c'est aussi pour fixer politiquement la responsabilité et la charge que nous avons durant cette période. Nous sommes à la limite d'un gouvernement d'une période de transition entre la fin de l'accord et la suite, entre les sujets qui habitent la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui de façon très urgente et les propositions qu'il faut faire pour dessiner une nouvelle perspective de travail pour la Nouvelle-Calédonie, et au-delà de tout ça, bien sûr, dans le cadre statutaire qui sera issu du résultat du vote du 12 décembre. Vous pensez que vous aurez le temps de prendre les dossiers en main, étant donné justement ce calendrier, dans 5 mois le référendum, ensuite une période pendant laquelle il va falloir discuter, les élections présidentielles entre les deux, même si ça ne nous concerne pas directement, vous pensez que vous arriverez à mener à bien les dossiers? Il faudra définir un cadre de travail, c'est ce que je compte proposer au 17e gouvernement dans le cadre de la déclaration de politique générale. Mais peut-être que contrairement à ce qui se passe habituellement, c'est une véritable programmation que nous devrons établir de telle manière que les sujets, effectivement, soient traités convenablement pour qu'on puisse dessiner un chemin de travail durant les 14 mois, qu'on ne fasse pas comme on le fait habituellement des déclarations de politique générale. Qui pose la philosophie générale et qui dessine simplement les orientations. Je crois que ce qui est attendu aujourd'hui, et si on veut donner un petit peu de visibilité à la population sur l'avenir, il faut sur chaque sujet, qui va regarder chacun des 11 ministres, des 10 ministres du gouvernement avec moi. Donc, il faut qu'on puisse dire, dans les 14 mois, qu'est-ce qu'on va faire. Vous dites ministre, on dit membre du gouvernement, en principe, c'est une volonté de dire ministre? Oui, c'est une volonté. Nous avions demandé à l'époque de la négociation qu'on les appelle ministres. Oui, mais dans l'accord de Nouméa, c'est bien mis membre du gouvernement. Oui, donc, il y a une question de sémantique, mais on se comprend. Le discours de politique générale, ce sera quand? Vous avez déjà fixé la date? J'ai indiqué aux membres du 17e gouvernement qu'il serait bien qu'avant le 15 août, on puisse le faire.
Avant le 15 août. Oui. Il vous reste peu de temps. Il reste très peu de temps, mais c'est le challenge lorsqu'on a pris du temps pour mettre en place le 17e gouvernement. Justement, encore un mot concernant cette mise en place. Est-ce que vous regrettez la démission de Samuel Nepéoun? C'était lui votre concurrent pour présider le gouvernement. Finalement, il a décidé de jeter l'éponge carrément. Samuel Nepéoun a des compétences. S'il était resté, il y aurait eu matière à lui confier des responsabilités importantes au sein de son gouvernement. Donc il a décidé de ne pas rester des nôtres. Donc c'est Vaïmoa Mouliava qui est là, donc on travaille. Et justement, quelle est votre majorité maintenant au sein du gouvernement? Puisque c'est Vaïmoa Mouliava, il appartient à l'éveil ossanien. Il n'appartient pas à un parti indépendantiste. Je me pose pas cette question. Pour deux raisons. La première, c'est que Vaïmoa Mouliava a été élu sur la liste qui a été présentée par le groupe UC, nationaliste et éveil océanien. La deuxième raison, c'est que nous sommes un gouvernement collégial. Et je compte bien réussir la collégialité avec l'ensemble des membres. Et vous pensez également disposer d'une majorité au Congrès? Ça, c'est une majorité. S'il était resté au mouvement indépendantiste, ce serait confortable. Mais s'il ne l'était pas, nous travaillerons avec le Congrès, qui est le législateur en l'occurrence. On saura ça d'ici quelques jours. En attendant, hier, Isabelle Chamorro a donc été élue vice-présidente du gouvernement. Dans un premier temps, les loyalistes avaient refusé, ou en tout cas avaient suspendu leur participation. Ça vous a étonné que finalement, hier, ils acceptent de prendre la vice-présidence, et comment ça s'est fait? Non, depuis le début, j'ai indiqué aux responsables de l'avenir en confiance qui sont avec nous que ce ne serait pas compris qu'ils ne puissent pas prendre la vice-présidence du gouvernement, et que par ailleurs, lorsque on se satisfait du dialogue qui a pu être établi à Paris, on ne pouvait pas refuser la main que nous tendions. Troisièmement, c'est l'histoire de l'accord qui veut que ceux qui ne sont pas en charge majoritairement du gouvernement collégial assument notre responsabilité qui est celle de la vice-présidence. Ils disent l'accepter avec vigilance. Ça veut dire que vous attendez à être un peu sous surveillance quand même? C'est de bonne guerre, mais la petite expérience que j'ai du travail que nous avons effectué pour arriver à répartir les portefeuilles entre nous me fait dire que il n'y a que la loi travail qui est un élément fédérateur. Alors vous avez également procédé effectivement à la répartition des secteurs. La majorité indépendantiste prend les secteurs clés, vous l'assumez, le budget, les finances, l'économie, la fiscalité, la santé. Ça veut dire que malgré la collégialité, il y a une politique particulière que vous voulez mettre en œuvre. Ça va être une politique plus indépendantiste par rapport à celle de vos prédécesseurs? Nous avons prétendu, lorsque nous avons nous avons fait tomber le gouvernement, que nous avions une autre approche des questions. Donc, c'est ce que nous ferons valoir, que ce soit dans la gouvernance du gouvernement collégial, que ce soit dans l'approche des questions d'ordre fiscal, la question économique avec les acteurs économiques, que ce soit dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 ou que ce soit sur les comptes sociaux. Donc nous avons une approche différente, c'est cela que nous ferons valoir durant les prochains mois, puisqu'il faut pas traîner. Une approche différente, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des décisions en matière de fiscalité, en matière d'économie, qui vont être à l'opposé de ce qui a été fait jusqu'à présent? Ce que je constate, c'est qu'il y a, par exemple, en matière de fiscalité, une assise fiscale qui est très étoffée, avec un panel de mesures fiscales, de dispositions fiscales qui existent, sur la base desquelles la Nouvelle-Calédonie a vécu et qui continue à vivre aujourd'hui. Ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui étaient préconisées par le 16e gouvernement. Je pense notamment, par exemple, à tout ce qui est taxe comportementale. Donc tout cela, il y avait un consensus déjà. Ce que je constate, c'est que... La taxe sur le sucre, notamment. Sur le sucre, sur l'augmentation du prix de tabac, sur la question de l'alcool, etc. Ce que je constate, c'est que l'annexe 6, qui a été qui fait partie de l'accord qui a été fait avec l'État
dans le cadre du prêt de 28,7 milliards, a été approuvé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et que c'est quelque chose qui oblige le 17e gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui l'a signé. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que je veux balayer l'ensemble de ces mesures pour voir dans quelle mesure on peut faire attention à ce qu'on appelle classiquement l'équilibre entre la partie cotisation sociale dans le prélèvement obligatoire et la partie fiscalité, entre la nécessité de faire attention aux entreprises dans un contexte de Covid-19 qui est compliqué, et puis les mesures qui sont attendues de l'État d'ici la fin de l'année. Mais il y a un équilibre qu'il faudra trouver, sur lequel nous nous pencherons. Pour être clair, les Calédoniens doivent s'attendre à des augmentations d'impôts, des augmentations Je parlerai fiscales. plutôt de réajustement. Yannick Slamette a des secteurs énormes dans le gouvernement. Il est porte-parole, mais il a aussi le budget, les finances, la santé, les comptes sociaux. Est-ce que ça fait pas trop pour un seul homme? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été réparti davantage? Il a considéré qu'il pouvait le prendre en charge tous ces secteurs ensemble. Nous avons considéré que la question du budget pouvait être accrochée à la question des comptes sociaux, parce que les problèmes des comptes sociaux aujourd'hui est directement un problème financier, avant que le plan de santé d'Ocamo puisse être mis en œuvre dans sa globalité et selon les préconisations de l'INCAS, etc. Donc, il a du pain sur la planche. Yannick Slamette est un fin connaisseur du système de santé et de la question fiscale et même du budget. Donc, il aura du travail, mais je lui fais confiance. Alors déjà, en quelques mots, on s'est aperçu, et c'est une réalité que les Calédoniens ont bien en tête, que les dossiers sont énormes, que les priorités sont multiples. Vous allez faire comment? Vous allez prendre les dossiers l'un après les autres, ou vraiment il y a un dossier qu'il faut régler tout de suite? On pense par exemple aux comptes sociaux, ça va être le premier sur lequel vous allez vous mettre? Il y aura pas il y a des dossiers prioritaires, bien sûr, comme les comptes sociaux, comme la sortie de la crise du Covid-19, la préparation de la sortie de la crise de Covid-19, comme le budget de la Nouvelle-Calédonie, qui a été arrêté par l'État, qu'il faut qu'on reconsidère dans le cadre d'une décision modificative. Donc, il y a des priorités qui s'imposent à nous. Ensuite, il y a des priorités que je pourrais appeler secondaires, entre guillemets, mais nous sommes à un moment de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie où on pourra pas ne pas aborder de front toutes les questions qui vont se poser au gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie. Et dans son contexte, vous ferez vivre comment la collégialité? Parce qu'on imagine que vous dites vous-même que vous voulez mener une politique très différente de celle de vos prédécesseurs. Comment allez-vous faire vivre ça? Comment allez-vous arriver à faire accepter ça à une partie de votre gouvernement? Alors, je veux avoir une proximité avec l'ensemble des membres du gouvernement, pour sortir les uns et les autres du carcan des postures politiques qu'on a l'habitude de côtoyer lorsque on est dans les instances, notamment les instances du Congrès. Ça, c'est la première chose. Donc, je crois pouvoir dire que c'est possible, compte tenu de la petite expérience que je viens de vivre dans l'animation de l'équipe, pour qu'on puisse trouver la meilleure répartition des portefeuilles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je veux que chacun assume bien prenne bien en charge les portefeuilles dont il a la charge, et dans la distribution des moyens que j'ai proposé, j'ai fait attention à ce que chacun puisse disposer des moyens pour qu'il puisse travailler. La troisième chose, c'est que je constate que nous avons une administration de qualité, de très grande qualité, qui a un niveau d'expertise très important. Et je veux que l'administration joue son véritable rôle dans le cadre de la mission de service public que nous devons rendre à la population, et qui puisse appuyer chacun des membres du gouvernement dans sa responsabilité, avec une présence aux côtés des uns et des autres du président du gouvernement, du 17e gouvernement. Donc ça, c'est l'autre aspect. Le dernier aspect, vous aurez remarqué que sur certains secteurs, comme par exemple les relations extérieures, je les partage, parce que je pense que il y a un moyen de pouvoir aborder par exemple la question de la relations extérieures différemment. Je l'ai utilisé hier, c'est d'utiliser l'affinité, que ce soit l'affinité au secteur que chacun des membres a, mais aussi l'affinité avec le milieu.
Lorsque je dis que Vaïmoa Mouliava pourrait m'aider à travailler avec Walisi Futuna, c'est parce que c'est quelqu'un qui est ressortissant de cette communauté et que c'est intéressant dans le cadre de ce qu'on appelle nous le chemin coutumier de pouvoir y aller. Quand Yohan Le Courrieux décide de prendre la francophonie, c'est même si j'ai envie de revendiquer la francophonie pour moi-même, mais c'est intéressant de pouvoir travailler ensemble. Donc il y a dans l'architecture générale de la distribution des portefeuilles des secteurs qui nous obligent, et j'ai obligé, lorsqu'il y a eu des revendications sur un même secteur, les membres qui sont concernés et qui convoitaient le même secteur, à définir entre eux la meilleure répartition du secteur. Il y a un contresens obligatoire sur certains textes. Est-ce qu'il peut y avoir des risques de blocage? Oui, parce que la loi donne cette possibilité-là. Et je rappelle que c'est depuis que Gérald Courteau avait mis l'affaire au tribunal qu'il y a le contresens est obligatoire. Mais je ne veux pas me faire une fixation sur la question du contresens. Je pense que si nous avons envie de sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse dans laquelle on se trouve, on peut arriver à le faire. Et moi, j'ai pris mes fonctions depuis la semaine dernière seulement. Je considère qu'en une semaine, on a pu régler la question des portefeuilles. J'ai commencé les discussions que depuis le 13 juillet sur les portefeuilles. Donc, c'est possible. Concernant, parmi les priorités, il y a, vous le disiez, la crise sanitaire ou comment sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Quelle est votre position? Est-ce qu'il faut continuer à maintenir ce sas sanitaire à l'entrée extrêmement efficace mais extrêmement contraignant, ou est-ce qu'il faut ouvrir progressivement? Est-ce que vous inscrivez dans les pas de la politique de Thierry Santa, ou est-ce que vous voulez innover là aussi? Thierry Santa avait indiqué que il faut qu'on travaille pour que la Nouvelle-Calédonie qu'on sorte du sas sanitaire dans lequel on est à la fin de l'année. J'ai fait une première réunion avant-hier avec les experts, avec les responsables sanitaires et sociaux, etc. Et je m'aperçois qu'il faut qu'on soit prudent quand même dans la manière dont on aborde ces questions. Et j'ai demandé qu'il y ait un plan à la fois qui intègre une stratégie de vaccination, toute la partie logistique, toute la partie SAS sanitaire, pour que d'ici les 5 prochains mois, on puisse donner une direction claire à la volonté du gouvernement de sortir de la crise du Covid-19. C'est-à-dire que vous pourriez envisager d'ouvrir l'espace aérien avant la fin de l'année? C'est une hypothèse qui est retenue? Je préfère être prudent pour le moment sur ça, parce que je me suis aperçu que je me suis engouffré dans la déclaration qu'avait faite Thierry Santa, de dire qu'à la fin d'année on ouvrait, et après les premiers échanges que j'ai eus avec les responsables, il y a une grosse prudence qui est demandée sur cette question-là, et notamment parce que le variant Delta est à nos portes. On pouvait penser qu'on serait qu'on ne serait pas atteint par ce variant. Or, il est à notre porte parce qu'il est à Fidji et en Australie. La réouverture d'une bulle avec Wallis et Futuna, qui est maintenant Covid-free également, c'est envisagé, c'est dans les tuyaux? Il y a une mission qui a été conduite par Vaïmoa Mouliava à Wallis et Futuna pour étudier pour faire un bilan de la situation telle qu'elle en a résulté, de la crise liée à la bulle sanitaire. Donc il y a un rapport qui doit m'être présenté dès la semaine prochaine pour qu'on regarde dans quelle mesure cette bulle sanitaire avec Wallis et Futuna pouvait reprendre. La crise sanitaire qui justifie, on a beaucoup parlé ici de nécessité d'une immunité collective et donc d'une vaccination assez large de la population. Ça reste l'un de vos objectifs également? C'est la grande priorité, et je veux en faire la cause territoriale, la vaccination. Il faut qu'on mobilise la population de Nouvelle-Calédonie sur la vaccination, quel que soit ce qu'on peut en dire. Et j'ai proposé qu'on définisse une véritable stratégie de vaccination en tribu. J'ai demandé aux équipes de DGRAC, ceux qui s'occupent des affaires coutumières dont j'ai la charge aujourd'hui, au service sanitaire, avec les provinces, de regarder pour qu'on mène 3 opérations pilotes dans 3 tribus
Ce que je me dis tout simplement, c'est que je ne vois pas pourquoi on aurait réussi à vacciner la population wallisienne et futunienne dans les Falais à Wallis et Futuna et qu'on n'arriverait pas à le faire dans les communes ici. Je veux qu'on étudie exactement les éléments qui pourraient freiner à l'élargissement de cette vaccination. Donc ça, je veux que ces opérations pilotes, on ait pu déterminer le contour d'ici le 15 août. Pourquoi les tribus, vous avez l'impression qu'il y a plus de réticence en milieu mélanésien contre la vaccination? Non, pour les gens des tribus, la question du virus est très, très loin. Donc il faut qu'on aille les chercher. Dans moins de 5 mois maintenant, c'est la 3e consultation, le référendum du 12 décembre. Vous l'avez évoqué déjà hier. Quel est le rôle que peut avoir le gouvernement dans la préparation de cette échéance, étant entendu qu'il doit se tenir au-dessus de la mêlée? J'imagine il n'y a pas de prise de parti de la part du gouvernement. Il n'y a pas de prise de parti de la part du gouvernement. On aurait pu se dire, effectivement, on mène notre vie tranquille et on attend que les choses se passent. C'est pas ce que je souhaite qu'on fasse. Je veux qu'on s'attaque aux difficultés que rencontre la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, comme on l'a indiqué dans nos propos tout à l'heure. Et je pense que c'est le meilleur service qu'on peut rendre à la population de la Nouvelle-Calédonie. C'est essayer de desserrer cette espèce d'étau qui l'étreint dans la façon dont il perçoit sa participation au prochain référendum. Si nous arrivons à apporter des premières solutions, si nous arrivons à donner une visibilité sur les 14 mois, on peut aider la population de Nouvelle-Calédonie à regarder avec sérénité le référendum. C'est une échéance que vous appréhendez, vous avez l'impression qu'elle peut faire revivre c'est le 3e, c'est l'ultime, ça peut faire revivre des tensions à la Nouvelle-Calédonie? Non, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je pense que la Nouvelle-Calédonie est mature aujourd'hui pour aborder la suite correctement. Alors Louis Mapou, vous n'avez pas participé au déplacement à Paris. C'était dans votre vie antérieure. Vous n'étiez pas encore président du gouvernement, mais l'UNI avait décidé de ne pas répondre à l'invitation du Premier ministre. Hier, finalement, vous avez eu un entretien en visioconférence, je crois, avec Jean Castex. Vous avez également eu le ministre des Outre-mer. Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Le Premier ministre m'avait déjà écrit pour nous féliciter, pour m'indiquer qu'ils étaient à disposition pour voir dans quelle mesure le gouvernement central et l'État aujourd'hui qui est représenté par le commissaire pouvaient nous accompagner. Mais enfin, il s'inscrivait là dans ce qui avait été dit à l'issue des rencontres de Paris. Donc il m'a rappelé hier parce c'est la première fois qu'on échangeait verbalement et pour me redire la même chose et dire que il comptait bien que le président du gouvernement que je suis puisse travailler en étroite relation avec le haut-commissaire et nous avons énormément de sujets ce qui concerne la vie de la Nouvelle-Calédonie sur lesquels nous devons travailler. Et il m'a aussi indiqué, au titre de responsable bien sûr, du groupe uni, il souhaitait on s'inscrive dans cette dynamique de discussion qu'il voulait instaurer. Donc voilà les choses qu'on a pu se dire hier. Le ministre de l'Outre-mer m'avait écrit aussi pour dire un petit peu plus des choses et on devait avoir une communication hier soir qu'il a dû décommander pour des raisons. Voilà. Que vous allez reporter. L'État pourrait de nouveau aider financièrement la Nouvelle-Calédonie pour faire face aux problèmes ou des comptes sociaux ou de la crise sanitaire. C'est quelque chose que vous allez leur demander? Je compte bien déjà honorer une première obligation que la Nouvelle-Calédonie a, c'est de regarder de plus près les engagements que nous avons pris dans le cadre du prêt qui a été octroyé à la Nouvelle-Calédonie. Je sais par exemple qu'il y a un comité de suivi qui doit être mis en place pour suivre la mise en œuvre des engagements que la Nouvelle-Calédonie a. Donc, je compte déjà honorer cet engagement-là qui a été pris par le 16e gouvernement. Et je suis persuadé que la relation avec l'État dans le cadre de l'accompagnement à la fin de ce processus qui a été indiqué pourrait s'organiser dans un état d'esprit constructif si la Nouvelle-Calédonie déjà fait preuve d'initiative pour prendre en charge ce qu'il a décidé. Oui. La situation économique est très tendue en Nouvelle-Calédonie. Désir, le MEDEF, s'est félicité de
la mise en place du gouvernement et a dit qu'ils allaient demander audience immédiatement pour vous parler au nom de l'entreprise. Vous êtes prêt à entendre ce discours et à prendre la défense, prendre les mesures qu'il faut pour permettre aux entreprises calédoniennes de pouvoir réagir favorablement à cette crise? J'ai bien enregistré que toutes les organisations patronales avec la CCI s'étaient regroupées. Dans NC-ECO. Dans NC-ECO, et que j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils se projetaient sur un temps très long, 2050, ce qui est une base de travail intéressante. Je comprends la demande. Et donc, dès hier, j'avais demandé déjà avant-hier, j'avais demandé aux uns et aux autres, des responsables du gouvernement, de prendre la tâche de tous ceux qui sont en attente de contact avec le gouvernement pour que très vite on puisse faire le point sur les mesures ou les actions que nous pourrions prendre dans l'immédiat. Vous sentez de la méfiance de la part des milieux économiques à l'encontre de votre gouvernement ou de vous-même, puisque on sait que l'UNI est un parti qui a la réputation d'être plutôt d'obédience marxiste. Je ne sais pas si vous assumez le terme aujourd'hui encore, mais est-ce que ça ne crée pas de la méfiance avec le monde économique? Ben, je comprends. Je comprends. J'ai été moi-même un dirigeant d'entreprise, donc je connais bien le milieu. Voilà. Et donc il y a souvent des mécanismes et des logiques qui sont propres au secteur économique que le politique a toujours du mal un petit peu à saisir. Pour avoir travaillé dans ce qu'on appelle le secteur parapublic, qui est un petit peu entre le public et le privé, nous aurons l'occasion d'échanger dessus pour voir quelles sont les voies et moyens que nous prenons pour pouvoir y arriver. Mais je ne doute pas un seul instant de notre capacité collective à envisager l'avenir correctement. Alors, il y a quelques jours, vous avez également participé au 5e sommet France-Océanie en visioconférence avec le chef de l'État, avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la France dans cette région du monde et qu'est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, de dire au chef de l'État ou au chef de l'État qui participait à ce sommet? Je n'ai rien à penser du rôle de la France. La France est une grande puissance. La France est présente dans le Pacifique par le biais des 3 collectivités. La France a noué des coopérations très fortes avec beaucoup de pays de la région. Je pense notamment à l'Australie. Et donc, la France a décidé, c'est ce que le président de la République nous avait indiqué lorsqu'il est venu en Nouvelle-Calédonie, d'une stratégie qu'on appelait la grande stratégie Indo-Pacifique. Donc, l'axe Indo-Pacifique. L'axe Indo-Pacifique. Donc, je dis, c'est ce que nous avons enregistré. Nous regardons le secteur du Pacifique d'un autre angle, qui est l'angle d'un territoire du Pacifique. Et forcément, nous devons nous associer dans le cadre du contexte statutaire qui est le nôtre aujourd'hui, à la France, tout en faisant attention à ce que ceux qui relèvent des intérêts de la Nouvelle-Calédonie ne soient pas piégés dans une grande stratégie globale entre les grandes puissances, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Nous avons eu cette discussion avec le chef d'État et les membres du Forum des îles du Pacifique. Ce que je constate simplement, c'est que dans la déclaration finale, l'axe Indo-Pacifique ne figure pas comme un axe important. Donc, ça montre bien, si vous voulez, que il y a encore matière à discuter sur la coopération qui doit exister entre les grandes puissances et dans la France, le Japon, avec qui il y avait eu aussi un débat où était représentée la Nouvelle-Calédonie que Thierry Santa a mené. Mais nous devons envisager tout ça de façon plus approfondie. Parce qu'il y a une chose que je constate, c'est que la Nouvelle-Calédonie n'a pas véritablement investi la région Pacifique. Nous sommes au forum, nous sommes un groupe fer de lance, mais nous regardons en fait ces coopérations ou ces instruments dans lesquels nous pouvons agir
comme, j'ai envie de dire, de façon très très neutre, trop neutre, parce que nous sommes encore très imprégnés par la relation que nous avons avec l'Europe et notamment la France. Nous devons investir parce qu'il y a une part des solutions que nous avons pour la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans le développement de cette coopération avec la région. Et en s'inspirant de ce que font d'autres pays de la région? En s'inspirant, en tout cas, en prenant les responsabilités que nous avons. Nous sommes membres du Forum des îles du Pacifique, c'est une responsabilité. Nous verrons si la Nouvelle-Calédonie rentre au sein du groupe de fer de lance, c'est une autre responsabilité. Le Pacifique aujourd'hui est traversé par une évolution profonde de la gouvernance multilatérale dans le Pacifique. C'est un sujet que nous avons évoqué lors de cette conférence entre la France et les États du Pacifique, et la situation par exemple du forum aujourd'hui avec la crise liée à la nomination du secrétaire général dans laquelle nous nous trouvons encore montre bien que il y a matière à revoir le multilatéralisme dans le Pacifique. Même si en matière de crise de gouvernance, même si en matière de gouvernance, la Calédonie n'est pas très bien placée pour donner des modèles. Pendant très longtemps, d'autres pays l'étaient aussi, mais ça nous a pas empêché, je pense, de travailler. Je pense que les liens de solidarité que nous devons entretenir entre nos peuples dépassent largement les crises de gouvernement. Louis Mapou, nous arrivons au terme de cet entretien. Les rendez-vous qu'il faut retenir, donc votre déclaration de politique générale vers le 15 août. Je voudrais le présenter d'ici le 15 août, ouais. Ce sera très serré, mais on verra. En faisant travailler les 11 membres du gouvernement, bien tout sûr. le monde va y apporter sa pierre et tout le monde. Bien sûr. Et beaucoup de travail, donc d'ici au moins la fin de l'année. Ouais, nous allons relever le défi. Il faut vous souhaiter quoi? Du courage? Du travail. Ouais, ça suffira. On vous souhaitera du travail. Merci Louis Mapou, le président du 17e gouvernement, d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci Elisabeth. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45, et que vous pourrez retrouver dans quelques temps sur notre site internet dès que celui-ci sera réactivé. On me dit que maintenant c'est une question d'heure. On vous tiendra bien sûr au courant. Dans un instant, à 13h, votre prochain rendez-vous d'information. Passez une excellente après-midi.